Bonjour à tous pour ce 6e webinaire du cycle annuel du programme Reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général. Aujourd'hui, le thème, c'est la diversité des alliances stratégiques. Alors, pour rappeler le contexte et expliquer pourquoi, en fait, on est tous là depuis déjà le mois d'octobre, c'est de dire que toutes les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, on est tous confrontés aux transformations actuelles qui sont extrêmement complexes et qui réinterrogent les modèles socio-économiques. Il y a une douzaine d'années qu'il y a une recherche empirique qui a été menée sur cette question des modèles socio-économiques et plus particulièrement sur ceux d'intérêt général. Et cette connaissance, elle est aujourd'hui partagée. Le Rameau, avec ses partenaires, que sont le ministère de l'Éducation nationale et notamment en charge de la vie associative, la Croix-Rouge française, la Fondation Total, puis également bien sûr la Banque des Territoires, on a voulu aller plus loin et c'est pour ça qu'on propose aujourd'hui le programme Reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général. Et ce programme, il répond à 3 objectifs. Le premier, c'est de pouvoir partager ensemble une culture commune sur les modèles économiques. Qu'est-ce que c'est que ces modèles économiques? Ce qui permet ensuite, deuxième objectif, de permettre à chacun de se repérer et de se positionner parmi cette diversité. Et puis, plus globalement, et on le voit depuis le début de ces webinaires, c'est que piloter son modèle socio-économique, c'est piloter la complexité. Et donc, l'objectif de ce programme, c'est de pouvoir apprendre collectivement à piloter cette complexité. Alors, ce programme, il est rythmé par un cycle de webinaires tous les 3e jeudis du mois. Et aujourd'hui, nous en sommes donc au 6e temps. Comme vous le voyez là, on a eu une première thématique qui a été abordée l'année dernière pour comprendre ce que sont les modèles socio-économiques. Et aujourd'hui, on termine la 2e thématique qui est comment on hybride un modèle socio-économique. On a vu comment on s'attachait à diversifier les richesses humaines en janvier, comment diversifier les leviers financiers en février. Et aujourd'hui, on va voir ce que sont les alliances stratégiques et la diversité de ces alliances. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est ce programme-là. Donc, on va rappeler le cheminement qu'on a eu au cours du premier temps. Et puis, bien sûr, on va avoir notre cœur de sujet qui est la diversité des alliances stratégiques. On a beaucoup de chance aujourd'hui. On a une diversité d'intervenants avec le groupe La Poste, le territoire Paris-Est-Marne-et-Bois. On a en plus le RNMA, le Réseau national des maisons des associations, avec la ruche associative et Social Cobis. Donc, on aura ces témoignages qui seront très riches. Et comme d'habitude, on terminera par le programme Reconnaissance des modèles socio-économiques. Qu'est-ce qu'on y retrouve dedans et surtout les prochaines dates à retenir. Alors, sans plus attendre, on va rappeler notre cheminement, ce qu'on a vu au cours des 3 premiers webinaires. Bonjour à tous, très heureux de pouvoir vous présenter le module pédagogique, modèle socio-économique, pourquoi, comment. Rappelons d'abord que cette notion de modèle socio-économique est une définition multifacette qui peut appeler une diversité de définitions et nous avons retenu, pour être le plus simple possible, le sens propre du mot économie, c'est-à-dire l'équilibre de la maison. Et nous avons, au cours d'une décennie de travaux, pu qualifier quels étaient les 3 piliers structurels sur lesquels tout équilibre de la maison, qu'il soit familial, qu'il soit au sein des organisations, publiques ou privées, ou plus largement au sein d'un écosystème, nos territoires, notre pays, la planète, finalement repose systématiquement sur 3 piliers. Les richesses humaines qui sont mobilisées pour pouvoir agir au service de la maison. Le deuxième, ce sont les financements qui donnent l'énergie économique suffisante pour pouvoir agir, investir et faire fonctionner la maison. Et puis les alliances. Comment notre maison s'articule avec les autres maisons et comment nous pouvons finalement trouver un équilibre, une place dans l'écosystème dans lequel nous évoluons, que cet écosystème soit encore une fois la famille, notre quartier, notre ville, notre pays ou le monde. Et il est très important de comprendre que l'équilibre de la maison aujourd'hui a été bouleversé. Pas simplement par la Covid-19 qui bien évidemment a bouleversé structurellement toutes nos maisons, qu'elles soient à titre individuel ou collectif, mais aussi parce que les défis de transformation auxquels nous sommes amenés aujourd'hui pour prendre compte des changements économiques, sociaux, environnementaux, sociétaux, fait en sorte que toute maison doit se re-questionner sur son équilibre
Et d'un point de vue mondial, cet nouvel équilibre a été défini en 2015 à travers les objectifs de développement durable, qui invitent bien chacun à se re-questionner sur sa capacité à contribuer à la maison commune pour pouvoir finalement agir au service de l'intérêt général. C'est dans ce cadre que le programme Reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général a été construit pour pouvoir permettre à chacun à la fois de partager une culture commune de cette notion de modèle socio-économique dans la réalité concrète des organisations, de la diversité des organisations, pour comprendre dans les faits, dans les actes sur le terrain, qu'est-ce qu'un modèle socio-économique et comment on le pilote. Le deuxième, c'est pour pouvoir se positionner, se repérer dans l'écosystème dans lequel on est. Que l'on soit l'État, une collectivité territoriale, une entreprise, un service financier, une association, un service public, ça ne relève pas des mêmes modèles socio-économiques. Et donc, comprendre l'ensemble des modèles socio-économiques pour savoir quel est le sien et comment il se positionne au regard des autres modèles est le deuxième objectif de ce programme. Et le troisième, c'est d'apprendre à piloter la complexité de ces modèles. De plus en plus, ces modèles s'hybrident, que ce soit sur les richesses humaines, que ce soit sur les leviers financiers, que ce soit au niveau des alliances qui deviennent de plus en plus stratégiques. Et encore une fois, la Covid-19 a montré une fois encore à quel point il est urgent de pouvoir hybrider nos modèles, sans les confondre. Parce que c'est bien parce qu'ils sont différents et qu'il n'y a pas un modèle qui serait plus vertueux ou plus efficace ou plus utile que les autres, que nous devons ensemble trouver la façon de les articuler pour pouvoir avoir un équilibre de la maison, de notre maison commune, qui soit le plus pertinent possible. C'est l'enjeu majeur de ce programme sur la reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général. Pourquoi l'avoir fait d'ailleurs sur ces modèles d'intérêt général? Tout simplement parce que ce sont les plus complexes et les plus hybridés par nature, que ce soit au niveau des richesses humaines, que ce soit au niveau des leviers financiers ou que ce soit au niveau des alliances. Et c'est bien parce que les structures d'intérêt général ont une spécificité, une complexité pour pérenniser leur action, qu'elles ont droit d'utiliser un levier beaucoup plus important que les autres. Alors pour répondre à ces trois objectifs, nous avons mis en place depuis octobre 2020 un cycle de webinaires mensuels, tous les troisièmes jeudis du mois, qui, au cours de 12 étapes, va nous permettre de pouvoir avoir un rythme qui nous permet de partager les connaissances acquises depuis plus d'une décennie et de les mettre en débat pour aider chaque organisation, chaque territoire, chaque dynamique finalement à pouvoir se nourrir des résultats des autres. Ce cycle de webinaires mensuels nous a déjà offert 3 temps qui nous permettent de pouvoir faire un temps de pause. Temps de pause pour regarder comment nous avons appréhendé la question de comment comprendre le modèle socio-économique. Nous y avons observé 3 prismes d'action. On peut le prendre par le territoire, c'est-à-dire par le besoin d'intérêt général. Et en prenant l'exemple de la région Pays de la Loire, nous avons vu comment est-ce que cette région peut mobiliser des richesses humaines différentes, comment est-ce qu'elle peut mobiliser des financements différents et comment est-ce qu'elle peut mobiliser des alliances différentes. Ce fut le sujet de notre premier webinaire. Notre deuxième webinaire est apporté par la personne. Finalement, si je suis, moi, intéressé par la question des modèles socio-économiques, comment je peux me former, m'informer, agir, et finalement, comment appréhender, pour ma propre compréhension, cette question du modèle socio-économique indispensable, bien évidemment, lorsque je suis dans une organisation en fonction de la décision que je dois prendre sur ce sujet. Le troisième webinaire que nous avons abordé a été celui par le prisme de l'organisation. Si je dois transformer mon modèle socio-économique, si je dois comprendre mon modèle socio-économique, finalement, comment je l'appréhende? Comment je conduis le changement qui peut être nécessaire pour pouvoir trouver l'équilibre de la maison qui correspond à mon projet, à qui je suis et surtout à ce que je veux faire dans le futur en fonction de mon ambition pour développer l'intérêt général. Donc on voit bien que pour appréhender cette notion de modèle socio-économique, on peut l'appréhender
par la dimension collective, comment s'intègre cette dimension d'intérêt général sur un territoire en fonction des besoins et comment mobiliser les énergies nécessaires pour répondre à ces besoins, peut se poser sur la question de la compétence d'une personne. Finalement, si je suis en responsabilité, en charge d'un modèle socio-économique, comment j'appréhende cette question? Et le troisième angle, si je suis une organisation, à la tête d'une organisation, finalement, comment piloter la sécurisation de la pérennité de ma structure, autrement dit de l'équilibre de la maison dans le temps, et aujourd'hui bien évidemment en fonction non seulement de la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui, mais plus structurellement des transformations demandées dans le cadre de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable. Toute organisation publique et privée se doit d'avoir cette réflexion-là. C'est bien ces triples aspects qui nous a permis de pouvoir faire un module pédagogique pour pouvoir partager cette dynamique de modèle socio-économique, pourquoi, comment, au travers de 4 questions auxquelles le module répond. Qu'est-ce qu'un modèle socio-économique? Quelles sont les spécificités des modèles socio-économiques d'intérêt général? C'est là où nous rappelons que c'est le plus complexe, donc toujours intéressant d'étudier en priorité le plus complexe pour comprendre aussi les plus simples. Comment piloter la transformation nécessaire lorsque je suis en responsabilité dans une organisation? Et puis, quels sont l'ensemble des outils pour agir? Et donc, nous vous invitons chaleureusement, bien évidemment, à regarder ce module pédagogique, modèle socio-économique, pourquoi, comment, qui vient d'être constitué pour justement être une forme de synthèse de la première étape, des 3 premières escales de notre cheminement à la reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général. Nous vous souhaitons une bonne vision de ce module et surtout nous vous invitons à continuer à cheminer autour des escales tous les 3e jeudis du mois avec nous pour redécouvrir en permanence la richesse de la variété de ces modèles socio-économiques d'intérêt général. Merci. Alors donc, effectivement, on voit bien l'importance finalement de traiter cette question des modèles socio-économiques en prenant en considération la juste responsabilité de chacun. Et là encore, pour approfondir ce que nous venons d'évoquer, nous vous invitons à regarder côté institution les travaux qui ont été remis à l'Assemblée nationale, au CESE et au Haut Commissariat au Plan le 12 janvier dernier, concernant les personnes, la note, le carnet de recherche que nous avons publié en janvier sur pourquoi nous sommes tous concernés par l'équilibre de la maison, que ce soit l'équilibre de notre maison familiale, l'équilibre de la maison des organisations dans lesquelles nous sommes impliqués, ou bien sûr l'équilibre de la maison plus globale qui est notre planète. Et puis, la troisième responsabilité, c'est celle bien évidemment des organisations. Et les modèles socio-économiques doivent tenir compte finalement de la spécificité de chacun. Pas plus tard qu'hier, avec nos amis de l'AFF, dans le cadre de la 15e conférence sur l'enseignement supérieur et la recherche, nous avons pu montrer avec la fondation AgroParisTech quelles étaient les spécificités des modèles socio-économiques de l'enseignement supérieur en comparaison avec le modèle socio-économique des structures associatives d'intérêt général. Donc, il est vraiment important de comprendre la juste responsabilité de chacun dans cet équilibre de la maison pour pouvoir tous agir ensemble. Et tous agir ensemble, bien évidemment, c'est la question du cœur de notre webinaire d'aujourd'hui, c'est-à-dire des alliances, Élodie. Exactement, merci Charles Benoît. Donc, comme vous l'avez bien compris au regard de cette petite vidéo, le modèle socio-économique est composé de 3 piliers. Les richesses humaines, les financements et les alliances, c'est-à-dire l'ensemble des synergies que l'on va pouvoir développer avec son écosystème. Alors, on peut développer des partenariats avec 3 univers différents. On peut développer des partenariats entre pairs pour rechercher une complémentarité en matière de périmètre d'action, ce qui va nous permettre de définir, voire de compléter notre offre et d'accroître notre capacité d'action. On peut aussi développer des partenariats avec les acteurs publics pour rechercher un appui politique et aussi des moyens qui nous permettra ensuite de consolider nos activités, voire de co-construire des politiques publiques. Et enfin, avec les acteurs privés, on va rechercher des moyens d'expérimentation et d'implication, ce qui nous permettra de consolider nos activités et aussi de développer notre propre capacité d'innovation. Et bien sûr, on peut aussi développer des partenariats avec ces 3 univers
en même temps. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'était de pouvoir aussi illustrer le champ des possibles. Alors, pour ça, on va aborder quatre thèmes distincts et très complémentaires, vous allez le voir. Tout d'abord, on va s'attacher à comprendre les alliances en territoire, comment on fait en sorte qu'un territoire soit accueillant pour les acteurs qui le composent, pour qu'ils soient en capacité de coopérer, donc de développer des partenariats. Ensuite, on regardera comment les acteurs sont en partenariat, font alliance avec tout d'abord les acteurs, les associations d'intérêt général, comment elles font alliance. On verra aussi comment s'engagent ensuite les acteurs économiques. Et enfin, on verra que les alliances stratégiques sont parfois complexes et elles nécessitent parfois d'être accompagnées. Donc, on va avoir 4 temps très complémentaires pour éclairer à la fois les enjeux, mais également les pratiques en matière d'alliances stratégiques. Alors, pour aborder ce premier point, je me retourne vers vous, Frédéric Marquet. Vous êtes directrice adjointe du développement économique et de l'emploi et chef de projet innovation également au sein du territoire Paris-Marne-et-Bois. Et en plus, vous êtes coprésidente du réseau des pionniers des alliances en territoire. Donc, première question, comment on fait pour rendre un territoire accueillant en matière d'alliance? Qu'est-ce que la catalyse territoriale? Vous avez la main sur le PowerPoint. Hein. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner l'occasion de témoigner de ce qui favorise la coopération au sein la coopération entre acteurs au sein d'un territoire. Et c'est vrai, ça tombe un petit peu sous le sens, mais ce qui favorise la coopération entre acteurs, c'est que les acteurs se connaissent. Et que pour qu'ils se connaissent, il y a une mission de catalyseur qui est à favoriser et qui favorise également l'interconnaissance de cet acteur, et c'est un rôle clé, qui est également mon rôle, puisque je fais partie du réseau des pionniers des alliances en territoire, et que cette année, avec Delphine Van Voort, qui est la directrice de la Fondation de Lille, nous sommes coprésidentes de l'événement qui va se dérouler cette année au niveau du réseau, qui compte déjà 350 catalyseurs, avec des profils très différents. Comme vous pouvez le voir sur la carte, il y a des acteurs donc économiques, il y a des acteurs de structures d'intérêt général, des acteurs académiques et des acteurs publics dont je fais partie, puisque, comme l'a dit Élodie, je travaille à Paris-Est, Marne-et-Bois, donc un territoire issu de la métropole du Grand Paris, à l'est de Paris, qui regroupe 510 000 habitants sur 13 villes, et que je fais partie du développement économique et plus particulièrement du pôle innovation et expérimentation, et que mon rôle à moi est d'être en tant que catalyseur et de créer un dialogue territorial entre acteurs sur ces 13 villes sur une thématique très spécifique qui est le rapprochement entre écoles, élèves et entreprises. C'est ainsi qu'en fait, en novembre 2019, donc c'est assez récent, nous avons pu co-construire sur cette thématique-là la démarche VitaWin que Paris-Est Marne-et-Bois considère comme une animation innovante des acteurs du territoire en question. Donc, c'est une démarche en effet multi-acteurs, qui a regroupé une centaine d'acteurs lors de son lancement en novembre 2019 et a nécessité au préalable la constitution d'un comité de pilotage qui se voulait vraiment à l'image de cette diversité. Et vous voyez quelques logos de ce comité de pilotage entre le MEDEF, la Chambre de commerce, les associations, l'éducation nationale évidemment, la ville de Charenton qui était notre ville témoin, comme ça qu'on peut le dire. Et c'est ce qui nous a permis de ensuite vraiment, pour moi, de jouer pleinement mon rôle de catalyseur avec ce membre de ce collectif fondateur. Et je dirais aujourd'hui, les 3 points clés c'est ce qui me semble le plus important, mais pas que. Quel est le rôle donc quelle est la mission du catalyseur sur un territoire comme Paris-Est Marne-et-Bois? C'est tout d'abord de faire des liens entre acteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de connaître les acteurs, ça veut dire de les rencontrer et de faire des liens en fonction des besoins qui émergent, des compétences qu'ils ont, de bien identifier les choses pour favoriser en fait la mise en commun, faciliter cette mise en relation et qu'elle soit pertinente pour que ces acteurs se rencontrent de manière le plus pertinente
la manière la plus pertinente possible par rapport à leurs besoins et leur envie d'agir. Un catalyseur, c'est aussi, il assure l'ingénierie de la dynamique. Il va organiser voilà, la gouvernance, les réunions collectives. Et comme il est polyglotte, c'est-à-dire qu'il peut parler toutes les langues des différents acteurs, un coup l'associatif, un coup la collectivité territoriale, un coup l'entrepreneuriat, il peut à la fois faire en sorte de faciliter les compréhensions mutuelles, favoriser des choses, soumettre des idées, aider vraiment à la traduction en fait des besoins et des compétences des uns et des autres. Et c'est pour ça que pour assurer une ingénierie collective, il faut au préalable, et ça paraît incontournable pour moi, avoir des relations individuelles bilatérales. C'est bien sûr que c'est du temps long, hein, on travaille sur le temps long, mais c'est indispensable pour que ensuite, dans une notion de collectif, tous les liens puissent se faire de manière beaucoup plus fluide. Donc, on est obligé, et c'est toute la richesse aussi de ça, de rencontrer de manière bilatérale tous ces acteurs au préalable. Et en troisième rôle, je dirais que le catalyseur, il a aussi un rôle de valorisation. Valorisation à la fois des acteurs engagés, ça peut être une structure, ça peut être un individu, et puis des alliances aussi qui ont été produites. Il produit des alliances pour les faire connaître. Et pourquoi on dit je trouve qu'il faut valoriser les acteurs engagés, parce que eux-mêmes, souvent, ils sont bénévoles dans leur catégorie, qu'on soit le MEDEF, la Chambre de commerce, l'Éducation nationale, ou dans cette mission de volonté d'alliance, on est bénévole, donc on est un peu attendu aussi. Notre structure référente nous attend, nous dit mais qu'est-ce que tu fais dans tes réunions là, ça prend beaucoup de temps, je vois rien venir. Donc il faut, et à un moment donné, c'est vraiment important de valoriser aussi l'investissement de ces acteurs, quelle que soit l'association, ou que ce soit individuel ou collectif, et leur donner l'occasion aussi de rendre des comptes pour que le temps invisible, qui semble invisible, soit vraiment mis au grand jour. Voilà, c'est les rôles importants. Et tout ça, ça tend vers un lien durable. L'idée, c'est pas de faire une action sur une année et puis qu'après, on ne se connaisse pas, mais c'est vraiment que ce lien soit suffisamment bien ancré pour qu'il soit durable dans le temps. Ce que je peux vous dire d'autre sur le rôle de catalyseur, c'est juste pour faire un petit topo vite fait sur notre dynamique VitaWin. C'est que lorsque nous sommes réunis, donc il y a eu une centaine d'acteurs, tous issus donc des mondes qu'on a évoqués sur notre thématique d'école, élèves et entreprises. Sur ces centaines d'acteurs, on les a fait travailler ensemble. Ils ont défini 3 priorités d'action: se connaître, développer des actions ensemble sans rajouter des structurations, et accompagner les acteurs, parce que c'est pas parce qu'on est volontaire pour agir qu'on sait le faire. Parce qu'une PME, elle ne connaît pas bien le monde de l'éducation nationale ou autre, et que donc voilà, et que en 2021, nous avons constitué donc 3 groupes de travail, et on a, malgré la crise sanitaire, réussi à organiser 3 réunions pour chacun de ces groupes, et que 67 acteurs de ces centaines d'acteurs initiaux se sont investis et ont pu déjà développer l'interconnaissance entre eux. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que sur VitaWin, nous allons avoir un très beau site internet prochainement, qui va être à la fois un outil pratique d'alliance locale, puisque nous allons répertorier les ressources locales que les acteurs peuvent actionner pour monter des projets, et également être une vitrine de valorisation de toutes ces productions, et qu'on vous informera de tout ça. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue, je n'ai pas regardé le temps. Voilà. C'est parfait. Merci beaucoup, Frédéric. Et j'en profite pour dire que si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter de les poser dans le chat. On prendra un petit peu de temps, une quinzaine de minutes avant la fin du webinaire pour y répondre. Merci beaucoup, Frédéric, pour avoir expliqué ce qu'est la catalyse territoriale et sa grande valeur ajoutée pour favoriser l'émergence et le développement d'alliances en territoire. Alors maintenant, je me retourne vers les associations d'intérêt général. Comment ces associations développent leur propre capacité d'alliance? Avec nous, on a beaucoup de chance parce qu'on a 2 acteurs complémentaires. On a Paul Bucco qui est chargé de développement territorial
au sein du réseau national des maisons des associations, accompagné de Mathieu Petiot, directeur de la ruche associative. Messieurs, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre capacité de développer des alliances pour les associations ? Oui, mais bonjour à tous et merci de l'invitation. On va faire ça à deux voix, donc avec Mathieu, et je m'amusais, c'est vrai qu'en vous entendant, c'est vrai qu'on le paradoxe de la coopération, c'est que ça demande un peu de temps et on n'a pas su le trouver avec Mathieu pour faire un PowerPoint ce temps en amont. Voilà, donc on va parler d'un sujet où le temps nous a échappé. À minima, oui, pour présenter les maisons des associations et le RNMA, alors nous, on rassemble 80 structures, que ce soit des associations qui portent une maison des assos, comme le cas de la ruche associative, ou des collectivités, et qui ont, alors c'est pas normé, hein, comme vous voyez, maison des associations, à Narbonne, il s'appelle la ruche associative, donc il y a une diversité de noms, d'appellations et d'actions sur le territoire, mais il y a quand même des points communs qui fait qu'on se retrouve en réseau, qui sont un objectif de soutien au développement de la vie associative locale. Alors ça passe par différentes actions, historiquement, ces structures existent depuis plusieurs décennies pour beaucoup, de l'appui logistique, mise à disposition de bureaux pour les assos, de salles, des fonctions d'accompagnement et de conseil. Et il se trouve qu'au-delà de ces fonctions, on voit des choses qui se développent de plus en plus, puisque les professionnels des structures de type maison des associations créent des relations privilégiées avec les associations du territoire parce que leurs autres fonctions les amènent à les connaître. Et à partir de là, ça permet d'avoir une interconnaissance qui aidera à structurer des projets collectifs, parfois avec plusieurs associations, parfois en dialogue avec la collectivité, parfois avec des entreprises ou des universités. Et du coup, je vais laisser la parole à Mathieu pour nous présenter justement un travail sur lequel ils sont qui est fort intéressant. Merci Paul. Mathieu, il faut... Oui, bonjour, pardon, je cherchais, je ne trouvais pas le petit bouton. Bonjour tout le monde, Mathieu Petiot, donc je suis directeur de la ruche associative à Narbonne. Donc nous, la ruche, on est, comme le disait Paul, le point d'appui à la vie associative du département de l'Aude, et donc à ce titre, depuis 2012, on conseille, on accompagne et on forme l'ensemble des acteurs associatifs du département sur toutes les questions qui sont liées à la gestion de leur structure et au développement de leurs projets, la mise en place de leurs projets associatifs. Donc, c'est des questions qui sont très, très variables, qui peuvent aller des questions administratives aux questions financières, aux questions aussi liées à l'emploi. Et donc, comme je disais, on a commencé ce travail en 2012, la structure a été créée en 2012, et dans les discussions avec les structures qu'on a accompagnées dans les débuts, et dans les discussions avec nos différents partenaires, que peuvent être les collectivités, les services de l'État, les têtes de réseau associatives à l'échelle départementale, on s'est assez vite rendu compte que il y avait un défaut de visibilité du fait associatif à l'échelle locale, et corrélé avec un manque d'interconnaissance. En fait, les assos se connaissent très peu, ou en tout cas très mal entre elles, et ce qui permettait pas de pouvoir envisager des travaux collectifs, des projets collectifs et des démarches locales autour de projets particuliers, autres que de manière très sporadique, très 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 ponctuelle. Et donc avec ce constat-là, nous, la démarche qu'on a eue, donc c'était courant 2016. Ça a été de travailler donc avec l'ensemble de nos partenaires et des têtes de réseau associatives que je mentionnais tout à l'heure, sur l'organisation des premières rencontres départementales Vive les associations, qui se sont tenues donc en novembre 2017. Je dis ça de tête, c'était pas moi qui étais en poste à l'époque, qui se sont tenues en novembre 2017 et qui ont réuni plus d'une centaine d'associations à Narbonne, justement pour travailler à la fois sur l'interconnaissance des assos et sur des ateliers thématiques, par exemple sur la recherche de financement, sur les liens entre salariés et bénévoles, etc., etc. Donc, vu que ça avait très bien fonctionné, les partenaires ont souhaité qu'on renouvelle l'opération, donc ce qui a été fait début 2019 avec Vive les Assos 2, donc qui s'est fait à Carcassonne avec pareil 120, 130 participants. Et à l'issue de cette deuxième journée, le comité de pilotage qu'on avait constitué pour l'occasion a souhaité étoffer son action, c'est-à-dire au-delà d'organiser des rencontres tous les 2 ans, ce qui va probablement continuer à faire, c'est de pouvoir mettre en place des projets
qui vont intéresser l'ensemble des associations à l'échelle du département et qui vont faciliter la mise en place de partenariats locaux interassociatifs. Et donc, en fait, le premier de ces projets, c'est un réseau de relais d'information associatifs à l'échelle des territoires, donc qui permettent d'identifier, de structurer voilà, un premier niveau d'information pour toutes les associations qui auraient des questions et qui aujourd'hui ne peuvent ou ne veulent pas ou venir à la ruche ou ne connaissent pas la ruche associative. Donc voilà, ils auraient des relais locaux pour justement avoir ces premiers niveaux de réponse. Le deuxième projet, ce serait plus un accompagnement de collectifs interassociatifs sur les recherches de financement qu'on appelle, nous, complexes. En tout cas, c'est des financements européens qui sont pas forcément très accessibles pour des petites associations isolées. Donc, c'est voilà, de pouvoir travailler à accompagner ces collectifs et donc, à terme, de pouvoir inciter aussi les associations à penser au collectif comme mode de développement à part entière. Voilà. Et pas juste comme opportunité de mise en place d'une action. Voilà. Donc aujourd'hui, on en est à la structuration de ce comité de pilotage qui n'est pas une personne morale à part entière, hein, c'est-à-dire qui est piloté par la ruche, mais on en est à la structuration d'une charte de fonctionnement du comité de pilotage avec des groupes projets qui sont mis en place sur les trois projets dont je viens de vous parler. Et pour mettre ça en place, on a répondu récemment à l'appel à projet de l'État sur les pôles territoriaux de coopération associative, donc que nous venons tout juste d'obtenir, donc qui nous permettra en 2021 de pouvoir voilà, de déployer un petit peu plus de moyens, vous parliez de moyens humains je crois tout à l'heure, déployer un petit peu plus de moyens humains sur l'ensemble de ces trois projets-là. Voilà. Donc dans l'attente aussi, c'est aussi quelque chose qui peut permettre qui doit nous permettre d'aller mobiliser d'autres financeurs pour qu'on arrive à mettre en place ces trois actions-là. Voilà. Alors, quels sont vos liens avec le Fab Lab de Narbonne? Enfin, on habite au même endroit, en fait. C'est-à-dire, on est dans le même bâtiment que le Fab Lab de Narbonne. Donc, on ne travaille pas forcément avec eux en direct sur cette question-là, mais ils dépendent de l'agglomération du Grand Narbonne, qui font partie du comité de pilotage. Je ne sais pas s'il faut que je réponde à... on fera après. C'est parfait. Voilà. Et Paul, oui, oui, en complément de Mathieu, c'est vrai que donc Mathieu voilà, nous a présenté une action très intéressante et en tant que tête de réseau, on en observe sur différents territoires des mécanismes de cet ordre, alors soit de coopération entre plusieurs assos, mais également d'autres ordres de co-construction de politique publique avec la collectivité ou autres actions avec les universités ou des entreprises. Et du coup, on en est à construire là, une recherche-action puisqu'on a capitalisé beaucoup sur ces dernières années sur en documentant ces pratiques. Aujourd'hui, on aimerait se franchir un cap au sein du RNMA pour permettre d'en tirer des enseignements. Et cela de la manière suivante, on va travailler de sorte à trouver du temps pour que sur les territoires, on relise ces actions avec les personnes qui sont impliquées dedans, de sorte à tirer des enseignements de leurs pratiques, mais également leur laisser les clés de compréhension d'eux-mêmes pour leur laisser des bases d'évaluation partagées sur les territoires. Et en essayant de faire ce travail sur différents territoires, après on pourra consolider différents enseignements et en tirer des grandes lignes qui pourront être après peut-être des préconisations ou des conseils sur d'autres territoires. Et tout cela avec une volonté encore à structurer, qui va être en même temps qu'on regarde sur les territoires, de mettre ce savoir en dialogue avec des partenaires nationaux du secteur associatif, mais aussi du champ des collectivités locales ou de réseaux d'élus, de sorte à ce que ces savoirs-là soient également mis en miroir de positionnements complémentaires à ceux des maisons des assos, et qu'on espère par la sorte contribuer à une diffusion en petits mécanismes pour que ce puisse être accéléré sur de futurs territoires qui vont se lancer puisqu'on est sur des formes d'innovation qui vont mériter, au-delà de la prise de risque d'un acteur, que les cadres complémentaires de plusieurs acteurs arrivent à s'interfacer. Et c'est pour cela qu'on va s'efforcer, nous, dans notre recherche-action, de partager ces éléments justement avec les autres parties prenantes autant que possible.
Et voilà, je ne vais pas en dire plus pour ne pas exploser la montre, mais il y aura des En tout questions. cas, j'espère que ça fera l'objet d'un autre webinaire, Paul, pour que vous puissiez nous présenter les résultats de votre recherche-action sur ces coopérations et la capitalisation que vous en aurez faite. En tout cas, ce sera avec plaisir. Merci en tout cas à vous. Du coup, ça nous permet de voir comment finalement l'acteur économique s'engage. Donc, on a avec nous la chance d'avoir Pascal Caille, qui est directeur délégué à l'économie sociale et solidaire aux dynamiques du territoire au sein de la Poste. Pascal, la parole est à vous. Bien, bah écoutez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Charles Benoît, merci Elodie de m'avoir invité. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir vous présenter donc le programme Alliance Dynamique, qui est un programme qui réunit les acteurs de l'économie sociale et solidaire partenaires du groupe La Poste. Et ce programme, il vise finalement à nous aider à conduire la mise en œuvre des engagements sociétaux du groupe dans les territoires. Donc, peut-être en quelques mots, vous dire quels sont les engagements sociétaux du groupe La Poste. Donc, comme toutes les grandes entreprises, nous avons deux volets, le volet environnemental et le volet sociétal. Et clairement, sur le volet environnemental, nous sommes vraiment pionniers sur ce sujet, puisque nous sommes neutres en carbone depuis plus d'une dizaine d'années. Et donc, les engagements sociétaux du groupe ne datent pas du coup d'aujourd'hui. Donc ça, c'est important de le savoir. Et donc, nous souhaitons opérer un virage donc sur le sociétal. Et dans notre ambition, ça va être effectivement de créer de contribuer à un impact positif dans les territoires dans les années à venir. Alors, c'est important parce que finalement, l'engagement sociétal, il irrigue l'ensemble de nos activités. C'est pas à côté de nos activités. À la fois dans la façon dont on conçoit nos offres, dans la façon dont on gère nos relations avec nos partenaires, avec nos fournisseurs, donc j'y reviendrai évidemment après parce que c'est le cœur du sujet aujourd'hui, mais aussi la façon dont on gère les ressources et dont on gère les relations avec les salariés. Et nous avons la chance d'être à tournant de notre entreprise, puisque donc nous venons de publier notre raison d'être, de communiquer sur notre nouveau plan stratégique, La Poste 2030, engagé pour vous. Et donc, je ne peux pas me priver du plaisir de vous présenter cette raison d'être, qui est en fait utile à chacun et au service de tous. Donc, La Poste, entreprise de proximité humaine et territoriale, développe les échanges et tisse des liens essentiels en contribuant au bien commun de la société tout entière. Donc, vous voyez qu'à travers cette raison d'être, on est bien sur un axe sociétal extrêmement fort. Et donc, nous rentrons effectivement dans le statut de l'entreprise à mission, avec l'installation d'un comité des parties prenantes qui donc sera chargé d'évaluer tout simplement la réalisation de nos engagements sociétaux. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en fait, c'est très important dans la la vision que nous avons de la mise en œuvre de nos engagements sociétaux dans les territoires. Parce que notre conviction, c'est que tout ne peut pas venir du national. Et c'est bien dans la façon dont on aborde les territoires, dans la façon dont on comprend leurs besoins et dont on les appréhende à la fois dans nos interactions avec les acteurs publics, les acteurs associatifs et aussi les acteurs économiques qu'on peut finalement répondre de façon pertinente aux besoins des territoires. Et nous, La Poste, donc nous sommes implantés partout. Et ce qui nous amène évidemment du sujet d'aujourd'hui, c'est comment trouver les complémentarités parce qu'on ne peut pas agir seul. Et si on veut répondre à l'ensemble des besoins, ce qui est bien notre volonté. Donc, la nécessité de passer des alliances avec les acteurs associatifs est pour nous essentiel parce que tout simplement, ils sont, et vous êtes, donc pour ceux qui sont présents aujourd'hui, présents dans tous les territoires et finalement très complémentaires de ce que nous pouvons, des solutions que nous pouvons apporter en réponse à ces besoins spécifiques. Voilà, c'est pour ça que nous avons créé l'Alliance Dynamique. Donc, elle réunit une cinquantaine d'acteurs, fédération nationale, engagés finalement autour de la signature d'une charte. Qui reprend finalement nos convictions communes, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'agir ensemble pour une économie qui soit plus durable, plus inclusive, mais aussi plus locale et plus coopérative, d'où la nécessité de passer ces alliances dans les territoires. Et donc, nous centrons finalement notre cœur de coopération autour de deux types de partenariats, qui sont soit des partenariats de coopération économique, donc on construit des solutions ensemble pour répondre à des fragilités des territoires, en réponse à des missions, des enjeux publics évidemment, ou donc nous construisons ensemble des partenariats qui visent
à répondre à nos propres missions d'intérêt général et missions de service public du groupe La Poste. Voilà. Alors, comme le temps est un peu limité, je vais juste vous citer quelques exemples de coopération qu'on a pu mettre en œuvre et qu'on développe dans les territoires. Donc, on a ciblé finalement, évidemment, nos domaines d'action autour de nos 3 axes d'engagement sociétal qui sont le maintien de la cohésion sociale et territoriale, la promotion d'un numérique éthique et responsable, donc très engagé dans le domaine du numérique inclusif, et enfin l'accélération des transitions écologiques. Et donc, nous avons décrit une douzaine, priorisons finalement nos coopérations sur 12 domaines d'action autour de ces 3 axes. Pour vous donner quelques exemples, par exemple sur la cohésion sociale et territoriale, donc, comme vous le savez, donc nous avons 17 000 points de contact, mais beaucoup sont en fait des points de contact en partenariat, donc soit avec des mairies ou des commerçants, et nous développons des partenariats où nous implantons des points postes finalement chez des partenaires de l'économie sociale et solidaire. Et ça se traduit par des conciergeries solidaires multiservices en quartier prioritaire de la ville, ou par exemple par des épiceries solidaires en zone rurale pour revitaliser ces zones là où les commerces ont disparu. On a par exemple un partenariat avec Comptoir de Campagne avec une dizaine de points postes, principalement région Bourgogne-Rhône-Alpes, et là nous développons sur la Bourgogne-Franche-Comté, qui permet effectivement de garder un lien dans ces territoires ruraux. Peut-être un deuxième exemple aussi dans le domaine de la silver economy. Donc, nous développons des services pour aider les seniors à se maintenir à domicile, et nous proposons par exemple des services de livraison de repas. Alors, La Poste, en fait, elle fabrique pas les repas, donc elle les livre, et donc elle a besoin de trouver des partenaires pour pouvoir effectivement tout simplement les préparer. Donc, bien sûr, on a des partenariats avec les acteurs économiques classiques, mais dans les zones rurales particulièrement, dans des zones plutôt en province, donc nous avons développé des partenariats avec des ESAT pour pouvoir effectivement créer cette coopération et répondre en fait aux besoins de ces territoires. Et puis, dernier exemple, peut-être sur la cohésion sociale et territoriale, c'est les fragilités bancaires. Donc, nous avons créé avec 22 associations spécialisées dans le domaine de l'inclusion bancaire, donc un club qui s'appelle le Club de l'initiative. Et donc, autour de ces coopérations, donc nous construisons ensemble des solutions alors de type, par exemple, microcrédit pour les professionnels, microcrédit pour les personnes physiques, ou des solutions qui permettent de prévenir le surendettement. Voilà, donc c'est parce qu'effectivement, on est vraiment en proximité avec ces acteurs qui sont finalement des spécialistes du sujet. C'est-à-dire que nous, on a 3 millions de personnes qui sont, je dirais, au niveau de la Banque Postale, qui sont en situation de difficultés financières. Donc, c'est très important de pouvoir apporter des solutions en collaboration avec les associations qui les côtoient aussi au quotidien et de façon à être le plus pertinent possible pour les aider effectivement à retrouver, je dirais, finalement une certaine autonomie financière. Voilà, je pourrais vous en parler, enfin, j'irais en dire, effectivement, citer beaucoup d'autres partenariats. Peut-être juste un complémentaire dans le domaine de l'inclusion numérique. C'est un sujet qui est très important pour nous parce que, évidemment, les clients, et malheureusement, il y a 13 millions en France qui sont exclus du numérique, on les accueille dans nos bureaux, parce qu'on a 1 million de personnes qui viennent dans notre réseau de poste tous les jours, donc on est au contact d'eux. Et donc, on s'est engagé à travers un certain nombre de programmes à pouvoir finalement les détecter, les orienter vers des ateliers de formation avec des partenaires, dont je vais vous citer quelques exemples après, à les accompagner dans leur démarche administrative en ligne à travers des points de contact qu'on appelle les maisons de services au public, à trouver des solutions pour les équiper, notamment on a une tablette spécifique pour les seniors, ou faciliter l'usage au numérique avec des applications inclusives. Alors, on fait beaucoup de choses en propre, mais je sais quelques exemples de coopération que nous avons avec les associations dans ce domaine. On a, depuis le mois de juin, en fait, deuxième semestre 2019, lancé un programme qui s'appelle le programme d'inclusion sociale et numérique. Et donc, nous avons des médiateurs, des associations partenaires qui viennent dans nos bureaux de poste en quartier prioritaire de la ville, sur 500 bureaux. Et donc, qui détectent en fait les personnes en situation d'électronisme et qui les orientent vers des ateliers de formation qui sont opérés d'ailleurs par les mêmes associations, en l'occurrence PIMS, FAS, avec un programme développé par WeTechCare. Et donc, en termes d'impact, nous avons effectué 50 000 détections et orienté 11 000 personnes vers ces ateliers d'initiation.
Peut-être un dernier exemple aussi dans les coopérations avec les associations dans ce domaine, alors plutôt sur les équipements. Nous avons soutenu pendant la crise Covid les collectifs Gardons le lien et puis Connexion d'urgence, et nous avons participé à la distribution de la livraison d'équipements pour plus de 35 000 jeunes qui se sont retrouvés en rupture numérique avec l'école, ou des personnes âgées, des seniors dans les EHPAD qui, eux, étaient malheureusement en rupture de lien pendant cette période. Et nous poursuivons en fait cet engagement à travers des nouveaux programmes, notamment la collecte.tech qui est opérée par Emmaüs Connect, permet de reconditionner des équipements, pardon, je dirais, usagés, et puis donc de pouvoir les distribuer au public fragile. Voilà, et dans les transitions écologiques, écoutez, je vous donne un exemple, c'est un partenariat qui est plutôt national que nous avons développé avec Solia, qui permet d'apporter des solutions pour la rénovation énergétique des bâtiments, et notamment sur les passoires thermiques, pour apporter des solutions et des aides aux personnes fragiles pour leur permettre d'effectuer la rénovation de leur maison à un coût accessible. Voilà, donc vous voyez, on est sur des champs qui sont très, très larges. Nous, on a vraiment une ambition, j'aimerais là-dessus, c'est de développer ces partenariats avec les acteurs dans les territoires, au plus près des territoires, et donc avec une ambition de développer cette année 100 nouveaux partenariats dans les territoires et d'aller beaucoup plus loin, puisqu'en 2025, on en vise 150. Donc, on veut vraiment être dans cette dynamique. Et puis, bien sûr, ce qui nous permettra, et c'est aussi pour ça qu'on le fait, de renforcer notre ancrage territorial et de finalement passer d'une poste en territoire à une poste des territoires, d'ailleurs inscrit dans le plan stratégique au service des territoires. Merci Pascal pour toutes ces illustrations qui expliquent bien la diversité des partenariats qu'un acteur économique comme vous peut développer avec les acteurs de l'ESS. Alors, je me retourne vers vous, Claudine Leclerc, vous êtes directrice de Social Cobiz, et on sait par expérience que parfois les alliances stratégiques ont besoin d'être accompagnées. Du coup, je vous laisse la main pour nous expliquer ce que vous faites. Bonjour à tous, merci Elodie. Je suis ravie d'être ici parmi vous aujourd'hui pour parler alliance stratégique, vu que c'est aussi effectivement notre quotidien et un sujet passionnant. Alors peut-être pour commencer, moi je voulais vous présenter rapidement notre association Social Cobiz. Donc Social Cobiz, donc un statut associatif, a été créé en 2016, donc ça va faire 5 ans maintenant, par le fruit d'une volonté conjointe de 2 acteurs de l'insertion par l'activité économique que sont ARES et Vitamité, ainsi qu'un fonds d'investissement impact social qui s'appelle Investir et Plus, parce que ce soit le groupe ARES ou Vitamité ont eu l'occasion d'expérimenter finalement les partenariats à impact social de façon assez aboutie, puisqu'ils ont été amenés à créer des joint ventures sociales, qui est le principe de co-créer une entreprise avec un acteur classique, et donc une entreprise avec un objet social et un modèle économique pérenne. Et en fait, fort de ces expérimentations, ces 2 acteurs ont plutôt été assez rapidement convaincus par la pertinence du modèle, mais c'est bien sympa d'être motivé et convaincu soi-même. Le plus important, c'est de pouvoir aussi objectiver un petit peu sa démarche et pouvoir aussi capitaliser sur la méthodologie pour rendre le plus effectif possible le modèle. Et donc, que ce soit ARES, Vitamité et Investir et Plus, ont créé ensemble le Social Cobiz, avant tout dans une logique de recherche et développement et de recherche-action. Donc, j'entendais effectivement que c'est une démarche qui a été aussi initiée par bien d'autres acteurs, et notamment par le Rameau depuis un certain nombre d'années maintenant, et sur lequel on capitalise aussi beaucoup. Et effectivement, l'enjeu de cette démarche de recherche et développement, ça a été de capitaliser sur ces expérimentations, d'en tirer une méthodologie opérationnelle qui puisse être clé en main pour des entreprises ou des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui souhaitaient se saisir de cet outil-là. Force est de constater qu'un certain nombre d'acteurs ont été intéressés, et c'est ce qui nous a conduit en 2018 à développer une offre d'accompagnement opérationnel pour pouvoir accompagner de façon plus complète des entreprises et des acteurs de l'économie sociale et solidaire dans leurs projets de partenariat engageants, et notamment de joint venture sociale. Et on a un 3e volet dans notre mission au quotidien qui est de diffuser le concept de coopération. Donc, on a pas mal parlé d'interconnaissance, de l'enjeu de catalyser et de faire rencontrer les acteurs. Mais ça passe aussi par la sensibilisation et apporter de la visibilité sur les partenariats qui peuvent exister et ce que ça peut apporter finalement aux différentes parties prenantes qui composent les partenariats. Donc, c'est vraiment
nous, cette dimension-là qu'on cherche à développer. Et ce qui explique aussi pourquoi j'interviens aujourd'hui et que j'en suis ravie, c'est parce que ça passe aussi par la sensibilisation et apporter des témoignages très concrets sur des actions qui peuvent être réalisées. Donc finalement, nous, on intervient sur toute la chaîne du partenariat, depuis la structuration de l'idée en amont, au démarrage du projet, qui passe par avant tout s'inspirer, regarder ce qui peut se faire ailleurs, rencontrer des acteurs de la co-construction, rencontrer des acteurs de l'ESS. On a tout un enjeu aussi de mise en relation et d'identification des partenaires, c'est ce que j'appelle connexion finalement, c'est d'aller identifier les complémentarités entre les acteurs de l'ESS et les entreprises pour pouvoir monter des projets ambitieux et à impact social. Et ensuite, on va travailler effectivement de façon assez complète sur ce qu'on appelle la création, mais qui est finalement aussi la structuration juridique, la structuration de la gouvernance, la faisabilité du projet, que ce soit au niveau social ou économique, et aussi apporter des outils plutôt en mode gestion de projet pour les acteurs qui se lancent dans ce type d'aventure, parce qu'il y a des entreprises et des acteurs qui ont une forte culture projet, mais aussi des acteurs qui n'ont pas l'habitude d'être sur ce mode-là. Et donc, c'est intéressant et important de pouvoir outiller pour mener à bien ce type d'initiative. Et on intervient également dans ce qu'on appelle l'optimisation, c'est-à-dire que un projet de partenariat engageant, il peut avoir une vie, un cycle de vie, et puis avoir aussi des phases plus ou moins difficiles, notamment éventuellement avec des changements de partenaires ou l'intégration de nouveaux partenaires ou un enjeu de changement d'échelle. Et auquel cas, c'est intéressant aussi de se questionner à ce moment-là sur ce qu'on fait et comment on peut on peut améliorer ses pratiques ou préparer son changement d'échelle. Au niveau de notre méthodologie, le point clé sur lequel je voulais revenir avant tout, c'est nous, les partenariats, on les considère vraiment comme une solution à des enjeux que peuvent rencontrer les parties prenantes. Et c'est dans ce cadre-là qu'on présente systématiquement les partenariats. Évidemment qu'il peut y avoir des motivations personnelles et des motivations d'impact social, mais pour que le partenariat soit engageant et structurant et que les parties prenantes qui composent soient investies sur le sujet, ça nous semble assez structurant de partir vraiment d'un enjeu clé. Alors, ça peut être des enjeux de recrutement, c'est un vrai sujet en ce moment d'actualité. Comment garantir des recrutements sur des métiers en tension, et ça peut être des enjeux de transition écologique, comment s'assurer de limiter son empreinte plastique pour pouvoir continuer à produire. Ça peut être des enjeux de positionnement marché, comment se positionner sur des marchés avec des clauses sociales et être en capacité de se distinguer de la concurrence. Ça peut être des enjeux en tout cas qui peuvent être adressés par le biais de partenariats. Et je trouve que c'est assez important de rester aussi pragmatique sur les motivations. Et après, l'enjeu, ça va être de travailler vraiment dans une logique d'intérêt partagé. Un acteur associatif et une entreprise ne vont pas forcément avoir les mêmes intérêts à se mobiliser autour d'un partenariat commun. Mais pour autant, l'objectif, ça va bien être de définir une ambition commune. Et c'est vraiment le deuxième point, s'assurer de l'alignement finalement des visions respectives et de l'ambition du partenariat pour s'assurer que bien le projet soit bien aille bien clairement dans la même direction pour les différentes parties prenantes qui sont mobilisées. Et derrière nous, l'un des points d'attention qu'on a particulièrement quand on va accompagner un projet de partenariat entre une entreprise et un acteur de l'ESS, ça va être de s'assurer que ce ne soit pas simplement un projet porté par deux directions générales, mais que ce soit vraiment des projets d'entreprise avec un enjeu de mobilisation aussi des équipes et de finalement aussi impliquer dès la phase projet un maximum les collaborateurs qui vont être finalement impliqués après au quotidien dans la vie du projet. Les étapes 4, 5 et 6, on est vraiment sur de la gestion de projet classique, de la création d'entreprise, parce que finalement, c'est ça l'enjeu derrière, c'est de créer des projets assez structurants. Donc, un enjeu de vérifier la faisabilité et d'en assurer la création opérationnelle pour le développer. Et enfin, le capitaliser et proposer un plan de déploiement. J'en ai parlé rapidement, mais si on devait revenir un tout petit peu sur les enjeux que nous
contribuer à adresser et en associant des exemples, ce sera certainement plus parlant. Les enjeux RH, en tout cas, c'est vrai qu'on a à la fois des entreprises qui viennent nous voir parce qu'elles ont des enjeux de recrutement assez importants sur certains métiers en tension et qu'elles n'ont pas forcément un souci de formation, mais un souci de sourcing et d'identification du public. Et du coup, là, on va travailler effectivement sur de la mise en relation qualifiée entre des structures d'insertion par l'activité économique et des entreprises, mais aussi sur les passerelles emploi qui peuvent se développer et comment est-ce qu'on facilite l'intégration des bénéficiaires vers la structure d'accueil, mais aussi, pourquoi pas, développer des parcours de formation à cheval entre le parcours d'insertion et l'intégration en entreprise, en passant, pourquoi pas, aussi par la création de CFA, qui est aussi un dispositif que de plus en plus d'entreprises trouvent intéressant pour pouvoir former et intégrer de nouveaux collaborateurs. On va aussi avoir au niveau de l'enjeu écologique, ça va être par exemple des acteurs qui produisent des contenants plastiques ou qui produisent des produits et avec un enjeu de recyclage et qui se disent tiens, ça peut être l'occasion de développer un service complémentaire à celui de la production qui est celui de la récupération de la matière pour aussi réinjecter dans le cycle de production et donc se disent ça peut être l'occasion de développer un service sur un métier qu'on ne connaît pas avec des acteurs qui peuvent déjà avoir cette expertise-là et pourquoi pas en créant de l'emploi en insertion, par exemple. Et on va avoir aussi les enjeux de différenciation où là, l'idée, ça va être de plutôt pouvoir se positionner sur de nouvelles activités. Donc là, l'exemple que je vous donnais sur la collecte et le recyclage de la matière est à cheval puisque là, on a la possibilité d'élargir son offre et de pouvoir se positionner sur de nouveaux marchés. Et pour les acteurs de l'ESS qui viennent nous voir, généralement, ils sont intéressés pour les projets de partenariat engageants avec des entreprises parce qu'ils ont identifié ce levier comme un vrai levier de changement d'échelle qui permet de consolider, structurer son modèle, mais aussi de mutualiser des ressources, d'augmenter du coup de façon significative son impact social. C'est clairement la motivation d'Ares et de Vitamine T lorsqu'ils sont adossés avec des acteurs classiques, c'est de se positionner auprès de nouveaux publics, sur de nouveaux métiers et de générer un impact toujours plus important. Et l'enjeu territorial, ensuite, évidemment, qui en découle, est clairement affiché. Voilà, on a un certain nombre d'enjeux, en tout cas, qui reviennent et que assez systématiquement dans les projets qu'on peut accompagner. Donc, je trouvais ça intéressant de vous les partager. Et peut-être pour donner un peu d'exemples concrets de projets de partenariat qu'on peut accompagner aujourd'hui, qu'on a pu accompagner récemment. Je vous ai parlé rapidement du modèle de joint venture social, qui est un modèle de partenariat finalement assez abouti et engageant, puisqu'il va jusqu'à la création, à la co-création d'une entreprise en commun. Et on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'acteurs, en tout cas, qui sont très intéressés pour réfléchir à créer leur joint venture sociale. Mais pour autant, effectivement, la méthodologie pour créer une joint venture sociale, elle est assez intéressante et structurante pour plein d'autres formes de partenariats qui peuvent être plus ou moins engageants. Mais là, en tout cas, les exemples que je vous ai mis sont assez intéressants. On a pas mal de projets de création de campus de formation sur des métiers en tension, justement, sur comment est-ce qu'on favorise la passerelle, on va dire, entre les SIAE et les entreprises et comment est-ce qu'on responsabilise aussi les entreprises dans leur rôle d'intégration et d'inclusion. On travaille aussi sur la création de filières d'économie circulaire intégrée. Et on a notamment un autre exemple en ce moment, on est en train de structurer une filière de recyclage de masques avec 17 entreprises pour l'instant qui sont mobilisées sur l'ensemble du territoire pour pouvoir justement travailler collectivement sur ce fameux sujet du déchet du masque. On accompagne aussi des acteurs de l'ESS plutôt sur la structuration d'offres de services co-construites avec des acteurs économiques classiques et qui veulent du coup développer plutôt un service commun, une offre de services coportée que je trouve particulièrement intéressant. Et ensuite, effectivement, ça a été aussi pas mal évoqué dans les exemples précédents, mais les partenariats à impact, ils peuvent être évidemment faits entre entreprises classiques et acteurs de l'ESS, mais on accompagne aussi pas mal des collectifs d'acteurs de l'économie sociale et solidaire qui vont travailler ensemble pour adresser collectivement une réponse à une problématique en mutualisant leurs compétences ou en faisant poids finalement pour pouvoir
adresser une problématique ou un marché conséquent. On accompagne ainsi en région parisienne le collectif ADOC pour mettre en place des programmes d'accompagnement vers l'emploi de publics réfugiés ou migrants, où on va coordonner un certain nombre d'acteurs qui ont des expertises complémentaires. Et on travaille étroitement avec Résilience, qui est une expérimentation, qui est une structure qui a été créée en mars dernier, en pleine crise Covid, pour produire des masques et contribuer à la relocalisation du textile en France en mobilisant des acteurs d'insertion et du handicap. Et donc, on travaille avec eux sur la structuration de la communauté, justement, pour favoriser la mutualisation et faire poids, finalement, collectivement. Et pour faire écho à ce que disait Frédéric tout à l'heure, on travaille aussi beaucoup sur des programmes de promotion des partenariats entre entreprises et acteurs de l'économie sociale et solidaire, que ce soit en région Normandie activement aujourd'hui ou comme on a pu le faire en région Île-de-France récemment. Voilà, c'est un petit peu un panorama des actions qu'on peut réaliser dans le cadre de la promotion des partenariats et finalement vous donner aussi des exemples assez concrets de ce que ça peut être des partenariats qu'on a pu accompagner. Et si je ne me trompe pas, je suis arrivée au terme de ma présentation. Ah non, le plus important, pardon, excusez-moi, quand même, ce serait dommage de passer à côté les facteurs clés de succès quand même pour mener les partenariats. Alors, il y a un certain nombre qui ont déjà été évoqués par le biais des témoignages qui ont été réalisés précédemment, donc je vais essayer de ne pas faire de répétition. Mais en tout cas, ce qu'on a pu noter, en tout cas, d'assez structurant pour amener correctement un partenariat, c'est qu'il y a un enjeu dès la construction du partenariat. Alors, assez ambivalent, c'est-à-dire qu'on a à la fois l'enjeu d'avoir le sponsor et la mobilisation des directions générales respectives. Et donc, ça, c'est un vrai enjeu, c'est de positionner le projet comme suffisamment stratégique pour qu'il y ait une implication assez importante des directions générales, mais en même temps, un enjeu de mobiliser aussi les équipes opérationnelles, donc ne pas en faire que des projets portés par la direction. Et derrière, il y a un enjeu de construire une vision commune qui répond à des besoins et que ces besoins soient clairement exprimés et qu'on les adresse. Et après, ce lien de confiance, effectivement, qu'il faut créer et maintenir dans le temps et qui peut s'entretenir par le biais d'une communication transparente et régulière et par le biais d'une organisation, on va dire, qui facilite les échanges et l'implication dans la réalisation de la vie du projet. Les points assez spécifiques, en tout cas, qui nous semblent importants d'avoir en tête aussi dans le cadre des projets de partenariat structurants, c'est la notion d'équilibre de la relation. Et c'est commencer par identifier les attentes et les limites de chacun dans justement son ambition de partenariat, jusqu'où est-ce que chacun est prêt à aller, et aussi d'être en capacité de partager les risques, les pouvoirs et les responsabilités. C'est souvent l'un des points de vigilance quand on a des projets où, par exemple, une association s'appuie sur du mécénat d'un groupe conséquent, et bien, il y a un niveau d'implication parfois limité dans les orientations stratégiques du projet, alors que là, l'idée, c'est d'avoir quand même une implication partagée sur les orientations et sur les grandes décisions du projet, et donc un pouvoir de décision qui est clairement identifié. Il y a l'enjeu aussi de pouvoir investir conjointement des ressources, alors que ce soit humaine ou financière, et de respecter l'organisation de chaque partie. Alors, pour le coup, j'ai dirigé pendant 4 ans une joint venture sociale entre Ares et un groupe logistique, XPO Logistique. C'est moi, je crois. Nous avons été coupés. Hein? Il faut enchaîner. Ah oui, mais c'est moi qui suis coupée, je crois. Ah bon. Claudine, je crois qu'il n'y a plus de son. J'espère que vous m'entendez. Du coup, ça va nous permettre de passer aux questions, parce qu'on en a quelques-unes, une pour chacun d'entre vous. Donc, je vais commencer une question pour vous, Frédéric, où on demande, je pense que c'est Christian qui pose la question, est-ce que l'outil spécifique, notamment VitaWin, est-ce qu'il est spécifique au territoire ou est-ce qu'il est générique? Voilà. Alors, voilà. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ça fonctionne. Alors, en effet, cette démarche est spécifique. Elle s'applique, comme on l'a dit, à la thématique de rapprocher école, élèves et entreprises. Mais c'est vraiment, elle pourrait s'appliquer à d'autres thématiques.
c'est le principe du dialogue territorial et en effet, c'est spécifique à Paris-Est-Marne-et-Bois. Ça a été un choix de notre part de mettre l'ODD 17 en avant, vraiment comme une méthode d'animation des acteurs du territoire, qu'on essaye de décliner d'ailleurs sur d'autres axes, puisqu'on a un plan climat et énergie, on travaille aussi sur l'ESS. Donc, Ok, merci Frédéric. Et juste peut-être, ça pose une très bonne question parce qu'en fait, on voit bien tout l'équilibre à trouver entre des briques qui peuvent être génériques et une façon de les réagencer qui est territoriale. C'est-à-dire que finalement, à travers la réponse de Frédéric, on voit bien à la fois la capacité à réinventer territorialement parlant en se saisissant finalement de choses qui peuvent provenir d'autres acteurs. Et c'est bien ça, finalement, le juste équilibre qui permet une frugalité des moyens mis à disposition des sujets, tout en étant très concret en fonction des plateformes d'acteurs et des plateformes d'action déjà existantes d'un territoire, et surtout, bien évidemment, des envies des acteurs de privilégier tel ou tel domaine d'action sur la logique. Donc c'est vraiment cette articulation entre cadre commun et spécificité locale qui fait justement la démarche et la spécificité des catalyseurs territoriaux. Et une question qui était pour Mathieu, mais Paul, peut-être que vous pourrez relayer, c'est est-ce que la ruche a des liens avec les PO? Voilà. Donc Paul, je ne sais pas si… Les PO? Oui, alors celui qui a posé la question, peut-être… Oui. On va demander à celui qui a posé la question de préciser PO, et comme ça on reviendra sur l'éventuelle réponse. Et puis pour Pascal aussi. Je rappelle que Frédéric nous a dit qu'il fallait être polyglotte, mais polyglotte, ça ne veut pas dire comprendre toutes les abréviations de tout le monde. Pascal, une question qui va être très facile, puisque Isabelle Roux demande comment entrer en contact avec le correspondant ESS en Grand Est. En le contactant, il s'agit d'Alain Gaxot. Donc, je peux vous donner son adresse mail, alain.gaxot, donc GAXO2TE, @laposte.fr. Et donc, nous avons des correspondants régionaux dans chacune de nos délégations régionales. Je peux d'ailleurs communiquer la liste à Élodie. Exactement. Comme ça, on fera avec grand plaisir. Et puis, une autre question pour vous, Pascal. Est-ce que vous avez développé des partenariats, des actions en matière d'économie circulaire? Alors, sur l'économie circulaire, nous sommes déjà un acteur engagé, notamment sur la collecte et le recyclage de papier, qui est une filiale qui s'appelle Nouvelle Attitude et un produit qui est Rotigo. Donc, nous collectons chaque jour, en fait, des dizaines de milliers d'entreprises pour collecter leur papier, carton. En fait, en l'occurrence, les 5 flux, et ensuite, donc, effectivement, les retraités pour ensuite alimenter la filière de recyclage. Donc, opérateur en propre via notre filiale, qui est un acteur engagé dans le domaine de l'ESS, puisque Nouvelle Attitude emploie des personnes en réinsertion. Et nous développons des nouvelles filières. J'ai un exemple sur la région ouest, par exemple, dans le domaine du pain invendu. Donc, nous avons passé un partenariat avec Solipain pour collecter des pains vendus chez les boulangers et pouvoir donc les recycler à travers des entreprises qui là aussi sont dans le domaine de l'insertion. Donc c'est un exemple de partenariat que nous avons pu mettre en place localement sur un besoin local avec une entreprise locale qui souhaitait s'associer en fait avec le groupe La Poste pour aller collecter effectivement ces matières de façon diffuse. Donc c'est un sujet qui est plutôt en émergence chez nous et on souhaite vraiment le développer dans les années à venir. Tous les nouveaux projets sont les bienvenus, on les regardera avec attention. Voilà. Merci Pascal. Alors je me retourne vers vous, Claudine, j'espère que là ça va mieux. On va pouvoir vous entendre parce qu'il y a 2 questions pour vous. Il faut que vous branchez votre micro. Oui. Est-ce que, toujours dans le Grand Est, on peut mobiliser Social Cobiz? Oui, tout à fait. D'ailleurs, on accompagne actuellement 2 projets de joint venture social dans le Grand Est et j'ai eu l'occasion de croiser Charles Benoît à un événement aussi avant toute cette crise Covid. Effectivement, on intervient. Et encore une autre question pour vous, Claudine. Vous parlez dans l'étape 6 de capitalisation. Est-ce que ça inclut ou pas la notion de mesure d'impact du projet de partenariat? Je pense que dans la phase de capitalisation, la mesure d'impact est clairement nécessaire. Maintenant, nous ne sommes pas un acteur référencé sur la mesure d'impact. Il y a plein d'autres acteurs qui font ça très, très bien. Nous, on va plutôt venir travailler sur l'adaptation d'organisation
notamment de la gouvernance et de l'organisation globale de la structure pour prévoir un changement d'échelle. On va moins être sur cette phase de mesure d'impact. D'accord. Merci beaucoup. Du coup, à moins qu'il y ait d'autres questions, mais Charles Benoît est en train de répondre à Eric Vachez. Mais sinon, est-ce que la personne qui avait mis le sigle PO a répondu? Je n'ai pas vu, pour que éventuellement Paul puisse y répondre. Mais n'hésitez pas dans le fil de discussion. Ah, une autre question pour Pascal. Oui, Elodie. Oui. Ah, pardon. Non, vas-y. Non. Oui, Elodie, je me disais, PO, c'est peut-être Pyrénées-Orientales, puisque la Narbonne est dans l'Aude. Oui, c'est peut-être le département d'à côté, auquel cas je vais répondre très rapidement. Il existe également du coup, dans les Pyrénées-Orientales une autre structure qui s'appelle Assosphère et qui a la même fonction que la ruche associative. Alors, ils développent peut-être pas forcément le même projet, mais en tout cas, ils font pas mal de travail interasso. Donc, c'était Assosphère. Voilà. D'accord, merci Paul. Et une dernière question pour vous, Pascal. Votre filiale Nouvelle Attitude, est-ce qu'elle intervient aussi en Nouvelle-Aquitaine? Oui, enfin, on intervient partout. Nous collectons sur toute la France. Hein. Alors après, il y a des implantations, je n'ai plus le nombre exact, on a entre 5 et 10 implantations. Je ne sais plus si on est présent en Nouvelle-Aquitaine, c'est une bonne question. Alors, je revérifierai. Voilà, on va vérifier, comme ça on pourra répondre à Jean-Pierre. Eh bien, merci à vous pour vos réponses, enfin, et les questions d'abord et vos réponses. Et du coup, je relaisse la parole à Charles Benoît. Oui, merci Elodie, puisqu'on voit bien que ce que nous venons de partager ensemble à travers ces exemples très concrets, en fait, traduit l'ODD 17 très pratiquement sur nos territoires et dans nos organisations. Et peut-être de rappeler que la mutation des relations entre les organisations, elle ne se traduit pas seulement au niveau des alliances, mais aussi au niveau de tous les modèles relationnels. On voit bien que sur la gestion des conflits, par exemple, la création, il y a 10 ans, on a fêté l'année dernière les 10 ans de la médiation des entreprises, tente à passer finalement de la gestion des conflits durs à leur anticipation par des démarches de prévention, et tous les travaux qui sont menés par la médiation des entreprises vont de ce sens-là, et notamment, par exemple, la charte sur les achats responsables. Mais on voit aussi que ça se pose au niveau des dialogues, puisque en interne, des organisations qui étaient le dialogue social, on l'a élargi finalement au dialogue civil entre les organisations, et on voit bien que toutes les dynamiques de co-construction territoriale, telles que Frédéric Marquet du réseau des pionniers des alliances en territoire l'a évoqué, est en plein développement. Et puis au niveau des alliances, on voit bien effectivement la démultiplication des modèles d'alliance qui passe de plus en plus d'un contrat échange, qu'est-ce que tu me donnes, qu'est-ce que je te donne, à un contrat alliance, comment on peut faire ensemble. Et les témoignages à la fois de Social Cubbies et de l'Alliance dynamique du groupe La Poste sont complètement dans cette dynamique-là. Donc on voit bien que finalement, c'est la compréhension de l'ensemble des modèles relationnels qui sont à se questionner. Si on cible sur les alliances, on voit bien que, quelque part, toutes les dynamiques d'alliance partenariale, aujourd'hui, tous les modèles se développent, que ce soit la pratique responsable, le mécénat, l'innovation sociétale ou la coopération économique. Et la dernière étude que nous avons menée en juillet dernier avec nos amis du CJD montre bien que la crise, au bien au contraire de réduire ces dynamiques partenariales, les a accrues, et nous aurons le 12 juillet prochain, lors de la 7e rencontre des pionniers des alliances en territoire, les nouvelles données à la fois pour les associations, en partenariat avec nos amis du RNMA, avec les entreprises, en partenariat avec l'ORS et le CJD, et puis au niveau des associations, des fondations, pardon, en partenariat avec le Centre français des fonds et fondations. Et on voit bien aussi que les ingénieries collectives, pour accompagner ces alliances, eh bien finalement, là aussi se développent, que ce soit des dialogues territoriaux, comme ceux mis en place, Agir ensemble en territoire par le territoire de Charenton, par exemple, ou effectivement les accompagnements tels que Social Cubbies vient de nous le donner, les expérimentations territoriales, nous aurions pu citer de très nombreux exemples comme ceux de Silvergeek, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, et puis la gestion des tiers-lieux, de plus en plus important, bien évidemment. Nous avions ce matin un point avec nos amis du catalyseur de l'Université de Toulouse, Paul Sabatier, et on voit bien la démultiplication de cette dynamique-là. Donc, on a un développement rapide, finalement, à travers une diversité de modes d'action et d'accompagnement de ce mouvement. Mouvement qui, l'année dernière, a pris une nouvelle ampleur
puisque que ce soit à travers la vision partagée avec les acteurs académiques sur comment on va du continuum finalement des objectifs de développement durable jusqu'à l'engagement de chacun, des personnes, des organisations, des territoires, et jusqu'à finalement cette dynamique de construire ensemble des solutions, de plus en plus d'acteurs académiques et de chercheurs finalement se questionnent sur cette dimension-là. Et d'ailleurs, le 25 mars prochain, avec nos amis de l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, nous organisons une rencontre entre chercheurs et praticiens à laquelle nous allons pouvoir traiter de la question de qu'est-ce que la co-construction du bien commun aujourd'hui en France, et nous partagerons entre chercheurs et enseignants sur finalement comment accélérer la mobilisation du monde académique. Nous aurons à ce moment-là, l'Observatoire des partenariats nous rendra compte d'une étude actuellement en cours sur comment les enseignants et les chercheurs se sont saisis de ce jouet collectif. Mais c'est aussi du côté des praticiens que ce besoin a été confirmé l'an dernier, puisque vous avez peut-être suivi les études de l'Observatoire, mais 81% des Français nous redisaient en plein cœur de la crise l'importance de faire alliance. 92% des maires en novembre dernier nous rappelaient finalement comment est-ce que l'alliance est selon eux un moyen de répondre très concrètement, localement, aux enjeux locaux. Et d'ailleurs, 64% des maires nous déclaraient finalement l'avoir mis au cœur de leur mandat. Et puis, bien évidemment, 84% des entreprises déclarant une envie d'alliance. Je rappelle que ça ne concerne pas seulement les grandes entreprises et les ETI, puisque le tissu économique français est constitué de 96% de TPE et de PME, et que donc, si nous avons 84% d'envie d'alliance de la part des entreprises, c'est que ça concerne bien toute forme finalement d'entreprise. Et puis, la dernière élément de notre AMM, de notre autorisation de mise sur le marché, de notre volonté collective de déployer à grande échelle, c'est bien évidemment la reconnaissance institutionnelle, et double reconnaissance institutionnelle, puisque celle du gouvernement avait déjà été donnée l'année dernière avec la mission ministérielle que nous avons co-présidée avec la députée Cathy Racon-Bouzon, qui a donné lieu à une feuille de route de 21 mesures ministérielles qui aujourd'hui sont suivies et mises en œuvre. Et puis, plus récemment, vous avez peut-être suivi tout le travail que nous avons depuis 7 ans sur la reconnaissance juridique d'un droit de l'alliance d'intérêt général. Il est aujourd'hui déposé au Parlement puisque en février dernier, la députée Cathy Racon-Bouzon et l'ensemble du groupe LREM de l'Assemblée a déposé une proposition de loi qui finalement indique l'importance de reconnaître et de faire émerger et de co-construire finalement un droit de l'alliance d'intérêt général et de faire une expérimentation pendant 3 ans pour pouvoir porter cela. Et je voudrais souligner que cette proposition de loi a une caractéristique particulière, c'est que dans l'article 3, elle invite à changer le code de l'éducation pour y inclure la notion finalement de coopération d'intérêt général. Et ça serait une véritable innovation, puisque bien évidemment, on voit bien qu'il ne faut pas seulement que la notion de co-construction du bien commun rentre dans les règles juridiques et qu'on ait un cadre juridique pour pouvoir faire alliance, mais il faut aussi qu'il rentre dans nos modes de pensée, dans nos cultures. Et cet article 3 de modification du Code de l'éducation pour y insérer les coopérations d'intérêt général est bien évidemment une énorme avancée, en tout cas serait une énorme avancée si sénateurs et parlementaires en décidaient ainsi en votant la loi. Et donc, fort de tout cela, bien évidemment, nous avons pu souligner à l'occasion de la mission ministérielle que l'ensemble des outils étaient déjà à disposition, des données, des outils, des compétences, que ce soit pour les organisations privées, que ce soit pour les territoires, que ce soit pour les collectivités territoriales, les institutions, les investisseurs. Cette ODD 17 en pratique est déjà outillée. Et donc, ça, cette logique est vraiment très importante. Et nos amis de Social Cobiz disaient à quel point il est important d'accompagner avec une démarche extrêmement structurée cette logique-là. Donc, nous n'avons pas les boîtes à outils à construire, elles existent. Il nous s'agit maintenant de passer à l'action. Et pour passer à l'action, un point très important, c'est comment finalement élargir le cercle de ceux qui sont déjà en chemin et l'enjeu d'éclairer les organisations avec vraiment des données pour comprendre, avec des outils pour agir et avec des compétences pour pérenniser. Et c'est là où chaque organisation doit pouvoir finalement constituer son propre CAP 2030,
comprendre, agir, pérenniser au service de l'agenda 2030. Et pour pouvoir passer de cette déclaration d'intention à l'action, nous vous invitons le 30 mars prochain au prochain webinaire de la plateforme L'innovation territoriale en action qui ouvrira le cycle 2021 qui sera cette année sur c'est quoi un catalyseur territorial en pratique. Et vous aurez à ce moment-là le kit pratique sur la connaissance des dynamiques régionales. L'Observatoire des partenariats a décliné, grâce notamment à notre partenariat extrêmement structurant avec le groupe La Poste, sur lequel vous savez que depuis 10 ans, nous travaillons ensemble pour faire émerger justement cette capacité d'agir au plus près des territoires par les alliances. Nous allons mettre à disposition des 13 grandes régions métropolitaines à la fois une fiche repère pour pouvoir avoir tous les éléments qui donnent ces éléments et un film pour pouvoir inviter à un dialogue régional à travers les spécificités des régions et la façon dont les acteurs sont déjà engagés dans ce construire ensemble. Donc c'est déjà aujourd'hui finalement cette capacité à agir. Et puisque c'est déjà aujourd'hui cette capacité, eh bien, nous avons le plaisir de vous inviter à partager finalement cette réalité déjà très incarnée à travers le dernier numéro de Juris Association, dont le dossier du mois est sur Jouer collectif, une stratégie gagnante, qui est déjà en kiosque depuis le 15 le 15 mars dernier, excusez-moi, le 15 novembre, ça sera un peu ancien, et qui finalement montre tout le cheminement. Si on regarde finalement le dossier que nous avions rédigé en 2016, puis celui en 2018, eh bien aujourd'hui on peut voir réellement un changement d'échelle de ce jouet collectif en France, et nous pouvons réellement nous en réjouir. Alors vraiment, nous vous invitons à regarder ce dossier. Pour ceux qui ne peuvent pas attendre réellement faites acquisition du dossier, et puis pour ceux qui peuvent attendre un tout petit peu, il sera bientôt disponible en version numérique que nous aurons, grâce à notre partenariat avec Juris Association, le plaisir de vous offrir d'ici 3 semaines. Et je vous invite vraiment à regarder combien cette réalité de la co-construction est déjà une réalité en territoire. Et j'insiste sur ce sujet-là parce que c'est parce qu'elle est déjà une réalité. C'est parce que aujourd'hui, les témoignages que nous ont donnés Paul, Frédéric, Pascal, Claudine et Mathieu, eh bien c'est parce que c'est justement ce qui est déjà à l'œuvre sur le territoire que nous pouvons avoir confiance dans notre capacité à relever non seulement une capacité de sortir de la crise beaucoup plus forte, mais surtout à structurellement réussir la décennie qui nous amène jusque l'agenda 2030. Donc, nous voulions terminer ce triptyque finalement des leviers de modèles socio-économiques, richesse humaine, financement et partenariat, avec cette note d'espoir que c'est parce que nous savons jouer collectif aujourd'hui, parce que c'est déjà une réalité en France, que oui, le DD17 est déjà en pratique, et que oui, nous arriverons à relever les défis d'un 21e siècle plus fraternel, solidaire et durable. Et grâce à vous, c'est déjà une réalité. Mais pour cela, il faut pouvoir avancer sur le sujet. D'abord, une petite question. Une dernière question d'espoir. Paul Bigot demande à quelle période on peut espérer que la proposition de loi soit votée. Alors, la proposition de loi est maintenant sur le bureau de la commission de la conférence des présidents, c'est-à-dire du choix du cadre législatif dans lequel cette proposition-là peut être débattue. Il y a aujourd'hui 2 scénarios possibles. Le premier, c'est que ça fasse l'objet d'un passage indépendamment, c'est-à-dire dans une niche, ce qu'on appelle une niche parlementaire, c'est-à-dire la proposition de loi en elle-même, toute seule, peut faire l'objet de cela, ou d'associer cette proposition de loi dans le cadre d'une loi déjà programmée et d'une programmatique déjà à l'œuvre. Les 2 scénarios sont aujourd'hui sur la table de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, et objectivement, il y a une envie mutuelle et du gouvernement et du Parlement de pouvoir aller assez vite. Donc, je pense que ça sera en fonction de ce que l'opportunité de la démarche législative nous permettra de faire au plus vite. En tous les cas, et je voudrais insister là-dessus, le fait que les meilleurs juristes de France, les meilleurs constitutionnalistes, se soient intéressés pour pouvoir avoir une proposition de loi dont le texte est aujourd'hui unanimement reconnu,
comme de très grande qualité, de très belles factures. Et je tiens à remercier d'ailleurs les équipes de la députée Cathy Racon-Bouzon, et j'ai un petit clin d'œil particulier pour Nicolas, et les équipes de la GEVA qui ont beaucoup travaillé là-dessus, et petit clin d'œil sympathique pour Frédéric. Réellement, cette qualité d'exposer des motifs est déjà en lui-même une victoire. Et j'insiste, parce que ça a permis, et nous avons déjà eu des retours de territoire nous disant, parce que maintenant c'est qualifié juridiquement, nous pouvons prendre le risque de le faire. Vous savez que j'aime beaucoup cette phrase que nous a offert Jean-Paul Delevoye en 2015 lorsque nous avons fait la publication de notre référentiel sur le modèle d'investisseur sociétal. Il nous a dit « L'innovation, c'est une désobéissance qui réussit ». Oui, mais il faut que cette désobéissance, elle soit encadrée. Et le fait d'avoir même cette proposition de loi offre déjà un cadre juridique qui nous sécurise dans le fait de dire « Oui, jeu collectif, c'est possible » à certaines règles du jeu. Et les règles du jeu, elles sont dans les articles 1 et les articles 2 de la proposition de loi de la députée Cathy Racon-Bouzon. Merci Charles Benoît, ce qui nous permet donc de finir ce webinaire par ce qu'on retrouve dans le programme Reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général. Donc un rappel sur les 3 objectifs, puisque l'un des 3 objectifs, c'est de partager une culture commune des concepts, et c'est vraiment l'un des objets de ces webinaires, c'est de pouvoir comprendre la diversité de ces différents modèles et des leviers que l'on peut activer. C'est également de pouvoir se repérer parmi cette diversité et de pouvoir justement activer justement les leviers et les spécificités de chacun. Et puis, c'est d'apprendre à piloter cette fameuse complexité dont on parle régulièrement et qui est une réalité, mais qu'on peut très concrètement piloter. Alors, ce qu'on retrouve dans ce programme, au-delà de ces webinaires, le webinaire, c'est l'un des 5 volets du programme. On retrouve tout d'abord une information régulière et diversifiée qui est assurée par le rameau et puis par ses partenaires. Et puis aussi, 3e volet, c'est qu'on s'assure que ce savoir-faire d'accompagnement autour des modèles socio-économiques puisse être transmis à des opérateurs de référence. Autre point qui est extrêmement important pour nous, c'est de pouvoir accélérer la recherche académique sur la question des modèles socio-économiques, qui est une question qui, jusqu'à présent, n'a pas été, selon nous, n'a pas été un sujet académique très développé. Et donc, c'est pour ça que le rameau, d'ailleurs, a développé un partenariat avec l'Institut du monde associatif spécifiquement sur ce projet. Et puis, comme vous le voyez dans ce schéma, au cœur de tout ça, il y a la question des compétences. Comment on fait pour faire monter en compétence à la fois les personnes sur le sujet des modèles socio-économiques et sur les organisations pour leur permettre de se positionner, de qualifier leur propre modèle. Ça, c'est un enjeu. Et pareil, là aussi, un beau partenariat entre le rameau et l'Association française des fonds et fundraisers, puisqu'on développe ensemble une formation qui va être d'ailleurs, dont un pilote va être lancé au printemps prochain. Et donc ça, on vous tiendra bien sûr informé. Mais ça, c'est l'un des 5 volets de ce programme qui nous tient à cœur. Alors, pareil, on parlait d'outils tout à l'heure, et bien sûr, sur la question des modèles socio-économiques, il y a aussi un certain nombre d'outils qui sont disponibles. Si vous voulez bien comprendre le contenu de ce programme, il y a une vidéo de présentation qui vous explique tout ça. Il y a également des éléments, des outils pour se repérer avec à la fois la fiche repère sur les modèles socio-économiques, le référentiel modèle socio-économique qui a été publié l'année dernière avec Juris Association et le module pédagogique dont on a vu le teasing tout à l'heure en introduction, et puis bien sûr un certain nombre de savoirs, de méthodes et autres outils qui sont à la disposition de tous en open source. Ce qu'on vous dit également, qui est extrêmement important, c'est de vous mettre dans vos agendas respectifs la date du prochain webinaire qui aura lieu donc le 15 avril prochain. Et là, comme vous le voyez, on va aborder la 3e thématique de ce programme, puisqu'on va aborder la question de comment on conduit le changement. Et la prochaine fois, on aura comme thème comment on fait pour articuler vision, gestion et action pour piloter son modèle socio-économique. Et ça va être également l'occasion d'avoir des témoignages très riches et très complémentaires. Donc, on vous donne rendez-vous, bien sûr, au 15 avril prochain, toujours aux mêmes heures, 13h, 14h30. Et on vous remercie à tous pour vos témoignages et puis pour vos questions et les réponses. Merci à tous. Bonne journée, bon courage. Prenez bien soin de vous. Bonne continuation. Merci, au revoir. Merci, au revoir Paul.